Bonjour, aujourd'hui, on plonge au cœur de la Révolution française. On va suivre l'ascension et puis la chute des Jacobins. Hmm. C'est une période incroyable. Entre 1789 et 1799, la France qui bascule et ce groupe, les Jacobins, va jouer un rôle mais absolument central. Ah oui, centrale et terrible aussi, il faut le dire. Oui, jusqu'à instaurer la terreur. On a des sources, bien sûr, pour essayer de comprendre ce parcours complexe. L'idée, c'est de saisir comment ce mouvement, au départ plutôt modéré, a pu devenir si radical. C'est ça, c'est une transformation fascinante et en même temps effrayante. Ça commence assez calmement, hein, avec le club breton à Versailles. Des débutés comme Le Chapelier, plutôt pour une monarchie constitutionnelle. Exactement, des modérés. Puis il déménage à Paris, rue Saint-Honoré, dans un ancien couvent, le couvent des Jacobins. D'où leur nom. Et ce nom qui va devenir synonyme de Pessérie, de la Révolution dans ce qu'elle a de plus dur. Voilà. Mais attention, cette évolution, elle n'est pas du tout linéaire, hein. Il y a eu des crises, des ruptures profondes. Et les événements vont très vite, on imagine. Le serment du jeu de paume, la Bastille. Mais le vrai tournant, c'est peut-être Varennes, la fuite du roi en juin 91. Ah oui, Varennes, c'est un coup de tonnerre. Pour beaucoup, c'est la preuve que le roi trahit la Révolution. Et juste après, il y a la fusillade du Champ de Mars en juillet. Ça casse quelque chose. Ça casse le mouvement initial, oui. C'est une première épuration idéologique, en quelque sorte. Les plus modérés, comme Lafayette, Barnave, sont horrifiés, ils partent. Ils fondent un autre club, les Feuillants. C'est ça, plus conservateur. Et du coup, le club des Jacobins se retrouve dominé par l'aile gauche. Robespierre, par exemple, gagne en influence. Et il y a aussi la menace extérieure, non la déclaration de Pillnitz. Bien sûr, l'Autriche, la Prusse, ça met la pression. Et la méfiance envers Louis XVI, elle explose. Et arrive la question de la guerre. Là aussi, ça divise énormément. Ah oui, énormément. D'un côté, vous avez les Girondins, Brissot, Vergniaud. Eux, ils poussent à la guerre. Ils espèrent un peu exporter la Révolution, affaiblir les rois d'Europe. Mais Robespierre n'est pas d'accord. Pas du tout. Lui et une partie des Jacobins, ils sont contre. Ils craignent quoi? Ils craignent que la guerre serve de diversion, ou pire, qu'elle mène à une dictature militaire. Mais la guerre est quand même déclarée, en avril 92. Oui. Et les débuts sont désastreux pour la France. Ça renforce la suspicion contre le roi, évidemment, et ça mène à l'insurrection du 1892. La prise des Tuileries, le roi emprisonné, C'est la fin de la monarchie. En septembre, la Première République est proclamée. nouvelle assemblée, la Convention, Hmm. mais tout de suite divisée, j'imagine. Ah oui, profondément. D'un côté, les Girondins, plutôt à droite, fédéralistes. De l'autre, les Montagnards, à gauche, plus centralisateurs, proches des sans-culottes parisiens. Et là, on retrouve des grandes figures jacobines. Robespierre, Danton, Marat, Saint-Just. Et le procès du roi, puis son exécution en janvier 93, ça doit creuser encore le fossé. Un fossé infranchissable. Et la situation devient, mais critique. La guerre contre toute l'Europe, le soulèvement en Vendée avec Catelinot, Charette, la Chouannerie, la République est attaquée de partout. C'est dans ce contexte de péril extrême qu'on crée le comité de salut public. Pour sauver la République, c'est ça l'idée. C'est l'argument, oui. Créé en avril 93, ce comité va concentrer petit à petit tous les pouvoirs. Et les Jacobins y deviennent vite majoritaires. Et c'est le début de la terreur. C'est ça. Vu comme une mesure de défense exceptionnelle, les Girondins sont éliminés, physiquement pour beaucoup, entre mai et octobre 93. On décrète la levée en masse en août pour la guerre. Avec Carnot qui réorganise les armées, c'est ça? Oui, Lazare Carnot, l'organisateur de la victoire. Il y a des succès militaires, Wattignies par exemple, mais à l'intérieur, la répression est féroce. En Vendée, c'est terrible, avec les colonnes infernales, et la guillotine. Elle tourne à plein régime. La terreur frappe les ennemis, réels ou supposés, mais elle va finir par dévorer ses propres enfants, comme on dit. Même Danton. C'est ça, la tragédie. Danton, Camille Desmoulins, ils commencent à dire stop, ils appellent à la clémence. Et ça leur coûte cher? Très cher. Accusés de modérantisme, arrêtés, jugés sommairement et exécutés en avril 94, Robespierre semble alors au sommet. La fête de l'être suprême, en juin 94? Oui, une tentative un peu étrange de religion civique. Ça marque l'apogée de son influence, mais ça inquiète aussi beaucoup de monde. Et juste après, la loi de Prairial. Qui accélère encore la terreur. Elle simplifie les procès au point de supprimer quasiment le droit à la défense. C'est la grande terreur. En quelques semaines, des milliers de morts. On parle d'environ 40 000 victimes au total sur toute la période. Mais alors que la victoire de Fleurus
en juin 94 aussi, semble sécuriser les frontières. Qu'est-ce qui fait tomber Robespierre si vite? Justement, la victoire de Fleurus rend la terreur moins justifiable. Et puis, le comité de salut public lui-même est rongé par les divisions, les haines personnelles, les désaccords politiques. Robespierre se sent menacé. Oui, il s'isole et le 8 Thermidor, le 26 juillet 94, il fait un discours très menaçant à la Convention, mais vague. Il dénonce des traîtres sans les nommer. Erreur fatale. Grosse erreur. Tout le monde se sent visé. Le lendemain, 9 Thermidor, c'est l'explosion. Des gens comme Tallien, Billaud de Varennes l'attaquent, l'accusent de tyrannie. Il est mis en minorité, arrêté avec ses proches, Saint-Just, Couthon. Et exécuté le lendemain? Le 10 Thermidor, 28 juillet 94, sans procès. C'est la fin brutale de la terreur et de la domination jacobine. C'est une trajectoire vertigineuse, celle des Jacobins. Elle montre bien cette tension terrible, tragique même, entre des idéaux de liberté, de souveraineté du peuple, et puis la nécessité, ou la prétendue nécessité, d'utiliser des moyens extrêmes, la violence d'État, pour les sauver en temps de crise. Ils commencent réformateurs, ils finissent organisateurs d'une répression qui finit par les emporter eux-mêmes. Et la révolution continue, hein. On entre dans la période du Directoire instable elle aussi, avant le coup d'État de Bonaparte en 99. Ça laisse une question en suspens quand même. Oui. Comment un mouvement qui part d'une aspiration à l'émancipation, au droit, peut-il finir par engendrer un régime de terreur? Et qu'est-ce que ça nous dit au fond sur le pouvoir en période de chaos?